Mesdames et messieurs, nous nous excusons de ce retard indépendant de notre volonté. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Immersion gouvernementale, le ministre de l'Information et de la Communication a fait le tour des médias dans la préfecture de Farana, à la radio rurale et partout ailleurs. Il a invité les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie du métier. À suivre dans ce journal. Évaluation des performances au fonds d'investissement minier. La structure en 2024 mobilisé 140 milliards de francs guinéens sur 185 milliards prévus. L'équipe s'en est félicitée avant de redéfinir les perspectives pour plus de résultats cette année. À la fin de cette édition, vous aurez d'amples informations sur le sens de la Saint-Valentin selon l'Église catholique. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. En immersion gouvernementale dans la Guinée profonde, l'équipe du Premier ministre Amadou Riba a procédé à l'inauguration de plusieurs centres de santé améliorés dans la préfecture de Farana. Ousmane Bangora, reportage. Un vent de renouveau souffle sur le secteur de santé. Dans l'arrière-pays, les témoignages des populations sont unanimes. L'amélioration de l'offre de santé est à la hauteur des attentes. Tout au long de l'immersion, dans les régions du sud et du centre de la Guinée, le gouvernement est félicité pour les efforts consentis dans les services de santé publique. La floraison des centres et la disponibilité des médicaments essentiels ont drastiquement fait chuter le taux de mortalité. Ici, par exemple, à Dandania et à Konkoma, la réalisation des centres de santé améliorés se passe de commentaires. L'ouverture de ce centre de santé représente bien plus qu'un bâtiment. Elle incarne notre volonté collective de garantir des soins de santé accessibles à tous. Ces centres sont des piliers fondamentaux pour le bien-être de notre communauté, offrant des services essentiels qui contribuent à améliorer la qualité de vie de chaque individu. Ils témoignent d'un investissement dans notre avenir, un avenir où chaque famille pourra bénéficier des soins appropriés et dignes. Nous savons tous que les actes parlent souvent plus fort que les paroles. C'est pourquoi nous sommes ici pour montrer par des actions concrètes la détermination de notre gouvernement à répondre aux besoins de santé de la population. La volonté présidentielle est traduite sur le terrain avec succès par le gouvernement Bahouri, à travers le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique, à la satisfaction des populations vulnérables. Au cours des différentes étapes de l'immersion, ponctuées d'inauguration d'infrastructures de qualité, les autorités réitèrent leur détermination à faire feu de tout bois pour maintenir les acquis en améliorant sans cesse les offres de soins. La vision de son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya. Vision qui consiste à ne laisser aucun Guinéen de côté, où qu'il se trouve sur l'étendue du territoire national dans le cadre de l'offre de soins de santé. Désormais, dans ces deux centres de santé, les populations bénéficieront des soins de qualité. Ces centres de santé sont et seront un lieu pour le bien-être de nos populations. Pour qu'ils soient efficaces, il faut l'engagement, il faut l'accompagnement des communautés. Des communautés qui s'y trouvent, ces communautés qui doivent en faire un bon usage. Il faut également l'engagement, le travail avec dévouement et professionnalisme du personnel de santé que je salue de passage et que j'encourage pour tous les efforts fournis depuis et pour ceux qui seront fournis dans l'avenir. J'appelle justement ce personnel à faire en sorte qu'il réponde aux attentes de nos populations. Dans cette dynamique d'action, le personnel de santé s'engage à améliorer ses pratiques. Des initiatives ont lieu pour satisfaire davantage les populations les plus reculées du pays.
Le Premier ministre, chef de gouvernement, a partout rappelé l'exigence pour les agents publics et administrateurs d'agir dans le sens de l'intérêt et de la satisfaction des attentes des populations, conformément aux orientations stratégiques du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Je vous le disais au sommaire, dans le cadre de l'immersion gouvernementale, le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, a fait le tour des médias dans la préfecture de Farana, à la radio rurale et partout ailleurs. Il a invité les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Il a également saisi l'occasion pour écouter ces hommes de médias qui, à leur tour, ont exprimé leur inquiétude. Voyons tout cela avec Kernos Mandialo. Depuis près d'une année, les radios rurales focalisent l'attention au ministère de l'Information et de la Communication. Dans toutes les villes traversées lors de l'immersion gouvernementale, à l'instar de Farana, le ministre Fana Souma échange avec les travailleurs de ces radios de proximité qui suivent de près les changements en cours et l'impact des investissements dans le fonctionnement de leurs radios. Quand on voit aujourd'hui avec le CNRD, l'appui du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous voyons que les radios rurales ont bougé. À Farana, par exemple, quand on avait besoin d'une pièce, il fallait 2 à 3 mois. Mais depuis l'arrivée du ministre, vous avez vu comment la radio rurale de Farana est équipée maintenant là. Et ça travaille. Et les agents qui sont là sont vraiment dans les conditions minimales. Nous ne disons pas que tout est rose. Mais là où ils sont vraiment, on a senti que le CNRD est en train de comprendre que les communicateurs à la base doivent être supportés. Je commencerai par remercier M. le ministre. Depuis sa nomination à la tête de notre département, il est en train de se battre pour relever les sites de diffusion, accompagner la radio rurale en matière d'équipement. Les difficultés quand même ne finissent pas, mais les priorités que nous avons actuellement, c'est le problème d'énergie. Le deuxième problème que nous avons, c'est surtout le problème de relais. On a 2 zones d'ombre et puis des sous-préfectures qui sont vraiment très bonnes en matière de population, qui ne reçoivent pas les ondes de la radio rurale, Marila et Kobikor. Le ministre de l'Information et de la Communication a également visité le bureau régional de la RTG et le site de diffusion avant d'aller à la rencontre des professionnels évoluant dans la presse privée. Partout, il a invité les acteurs de la presse à travailler avec professionnalisme et à promouvoir le vivre ensemble. Nous sommes très contents du passage du ministre. Et vous savez que nous sommes des médias privés, mais compte tenu des médias privés, il n'a pas tenu compte de ça. Après la visite à la radio rurale, il a décidé de venir visiter tous les médias privés de place et il a constaté le travail qu'on est en train de faire pour le pays. C'est un ministre de direct. On était dans le locaux de là où se trouve l'émetteur de la RTG ici. Sur le coup, il a pris une décision de changer toutes les anciennes installations, je veux dire les matériels qui sont là-bas, qui sont vétus. Et donc, ça veut dire que c'est un ministre qui est soucieux de la population ou même de ces éléments qui travaillent sur le terrain. Il est soucieux de la qualité aussi du travail. À Farana, le ministre Fana Souma a aussi insisté sur l'implication des hommes de médias dans la réussite du programme Simandou 2040. La région fait partie du corridor économique transguinéen. Dans le même registre, le ministre de la Défense nationale poursuit sa tournée en région forestière, à Massanta, précisément à la base du bataillon opérationnel régional. Il a transmis les messages de félicitations du chef de l'État à la troupe, mais pas que. On en sait un peu plus avec Caporal Mabinti Keïta, correspondante de la presse militaire. Après l'étape de la ville de Zérékoré, le ministre de la Défense nationale s'est rendu à Kouankan, base du bataillon opérationnel régional Bor, situé sur la nationale Sérédou. Dans ce camp en chantier, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara s'est adressé à la troupe en présence des populations et autorités locales de Kouankan, ainsi que celles de la préfecture de Macenta. Le message porte sur les félicitations et les encouragements de la troupe par le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Je suis venu pour vous transmettre le message de salutation fraternelle du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Mais aussi vous transmettre son message de félicitations pour la discipline observée
depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours. La direction du pays, la gestion du pays, la sécurité du pays à travers sa modeste personne. Il ne peut respecter ses engagements d'assurer l'intégrité territoriale, la protection des personnes et des biens contre toute forme de menace, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, sans votre engagement personnel. Sur le terrain, le ministre de la Défense nationale a visité les infrastructures en cours de réalisation par son département. De Kouankan, le ministre de la Défense nationale est sur le site du nouveau camp du bataillon d'infanterie de Macenta à Daro. Sur ce chantier en arrêt, le ministre a ordonné la reprise immédiate du chantier. Au bataillon autonome de Guékédou, les troupes rangées pour la circonstance ont écouté avec attention l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara. Il y a 2 ans, j'étais passé ici et vous avez fait quelques promesses. Je crois que toutes les promesses sont tenues jusqu'à nos jours. Il ne reste plus que l'hôpital d'instruction des armées de Dubreka. Pour ce qui est de la perspective, il s'agit de se former, mettre l'accent sur la formation, parce que la population devient de plus en plus éclairée. Le comportement que vous adoptez vis-à-vis des citoyens est la vitrine de l'armée. Au bataillon autonome de Guékédou, plusieurs infrastructures sont en chantier, dont une place d'armes. C'est aux environs de 19 h que le ministre de la Défense nationale et sa suite sont arrivés à la compagnie d'infanterie de Kissidougou. L'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara a transmis le message de satisfaction du général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, portant sur la discipline et l'accompagnement positif de la transition par les forces de défense et de sécurité. Retour à Farana où la ministre de la Promotion féminine rencontre les femmes de la localité. Elle veut connaître leurs priorités du moment pour des mesures d'accompagnement dans le cadre de leur autonomisation. Elle a par la même occasion sensibilisé plusieurs d'entre elles sur des sujets cruciaux de leur existence. La suite avec Ibrahima Oulé Fofana. Avec cette immersion gouvernementale, chacune des couches sociales entend y trouver son compte. C'est le cas de la gente féminine et les personnes vivant avec un handicap ici à Farana. À la Maison des Jeunes, la ministre, en compagnie de son collègue de la jeunesse, confère avec cette couche défavorisée. À ce jour, ce sont 2 secteurs où plusieurs efforts ont été consentis dans l'amélioration des conditions de vie de celles-ci. Il était important pour moi de rencontrer les femmes, de les écouter, d'écouter leurs doléances, mais surtout de rencontrer aussi celles qui ont pu bénéficier il y a 2 ans de l'accompagnement du président de la République, l'initiative d'accompagner 300 groupements féminins. Et nous avons vu que le résultat est là. Les femmes ont réussi à faire des choses. Maintenant, la suite, c'est à nous de concrétiser, de continuer dans la même dynamique lancée par M. le Président de la République. À travers un autre fonds que M. le Président de la République a toujours voulu mettre à la disposition du département en charge de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat féminin, nous allons voir comment les accompagner et leur donner des fonds pour pouvoir démarrer une activité génératrice de revenus. La mission conjointe a également effectué une visite guidée dans les locaux du Centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin de Farana. Là, Charlotte Daffé et Kiamou Bogola Haba ont rassuré ces filles de l'accompagnement du gouvernement pour leur épanouissement. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est de faire cette activité conjointement avec le ministre de la Jeunesse qui devait aussi rencontrer les jeunes de Farana. Donc nous avons identifié qu'il y avait vraiment un grand espace ici, bien sûr appartenant au ministère de la Jeunesse, mais pour une question de mutualisation des efforts, puisque nous sommes le même gouvernement. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons rénover l'ancienne maison des jeunes, nous allons faire un plan commun avec le ministère de la Jeunesse, relancer très rapidement les travaux. Charlotte Daffé a poursuivi sa série d'activités dans le secteur Biloya, dans la commune urbaine, à la rencontre des femmes évoluant dans l'extraction du gravier pour subvenir à leurs besoins. Là aussi, elle a instruit son inspectrice régionale de les recenser afin de trouver d'autres alternatives dans l'optique d'abandonner cette activité pénible.
Nous ne changeons pas de sujet. Le ministre de l'Enseignement supérieur, en compagnie de son homologue de l'agriculture et de l'élevage, met les bouchées doubles pour relancer les travaux d'aménagement de la plaine de Funkama, une plaine de plusieurs hectares qui devrait contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Mais pas que. Mounir Barry nous en dit plus. C'est une immersion qui touche tous les secteurs de la vie économique et sociale dans la région qui abrite l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Les potentialités agricoles sont énormes. Dans cette plaine d'expérimentation de Funkama, par exemple, l'ambition est grande de relancer les travaux d'aménagement pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Ici, plus de 180 hectares seront aménagés après les travaux d'évaluation et d'inspection sur le terrain. Ce projet donc a commencé il y a très longtemps. Et le département a décidé de le remettre sur la table et de le faire accélérer. Nous sommes ici pour l'évaluer. Il faut dire qu'il est en retard. Il était réservé 260 hectares depuis une quinzaine d'années que ce projet a commencé. Environ 90 hectares ont été occupés illégalement par les riverains. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour finaliser l'aménagement des 180 hectares restants. On a pris un engagement devant le ministre pour vraiment accélérer ces travaux. On a fait tout ce qu'il faut, tout le nécessaire maintenant pour pouvoir aller en avant. Le périple des membres du gouvernement démarre à Tindo, au centre de valorisation agro-pastorale. L'aménagement de cette plaine va participer justement au développement des compétences des étudiants de l'Institut agronomique de Farana avec nos cadres du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et en partenariat avec les cadres de l'Institut, nous allons accompagner donc les étudiants afin qu'ils transfèrent peu à peu de façon très pratique la théorie qu'ils reçoivent donc dans les salles de classe ici dans ce champ d'expérimentation afin qu'ils soient opérationnels tout de suite lorsqu'ils sont recrutés dans le cadre d'un projet ou d'un programme. Après la plaine de Funkama, les membres du gouvernement se retrouvent dans l'enceinte de l'université pour interagir avec les étudiants qui font des travaux pratiques dans le champ d'expérimentation. Le génie créateur des étudiants impressionne les visiteurs. Ils produisent, transforment et commercialisent des produits made in Guinée avec fierté. À Mamou, les nouveaux étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Télico ont été officiellement installés. Ils sont au nombre de 345 cette année, toutes options confondues. Ils seront formés au métier d'ingénieur. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant basé sur place. C'est dans une atmosphère de joie que l'Institut supérieur de technologie de Mamou a accueilli ces nouveaux étudiants. Ici, à l'IST, pour cette session 2024-2025, ils sont au total 340 étudiants guinéens à être orientés dans les filières IMP, génie informatique, énergétique, génie biomédical, technique de laboratoire et le département CFM. D'abord, j'avais opté pour faire le concours de la médecine pour malheureusement n'a pas marché. Et c'est pourquoi dès que j'ai vu le technique de laboratoire, j'ai mis mes choix. Et sachant que si je choisis ce département-là et qu'à la fin de mon cycle universitaire, je pouvais me recycler en santé pour pouvoir continuer mon rêve, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce département. J'ai choisi le département génie informatique parce que depuis mon très jeune âge, j'ai toujours été passionné par la technologie et la manière dont elle transforme notre quotidien. Durant ces 4 années, ces nouveaux étudiants bénéficieront des formations théoriques et pratiques sanctionnées par un diplôme professionnel en ingénierie. Le règlement des études qu'on va vous donner, qui vous a été donné, doit être vraiment au chevet pour vous chaque jour. Parce que ce qu'on va faire ici est tiré de ça. Les étudiants qui ont été admis ou bien conduits au conseil de discipline, il faut que tu saches que si tu fais ça, tu vas aller en conseil de discipline. Il y a un certain nombre de comportements qu'il faut éviter. Et donc je finirai par ça. Et vous invitez donc à vous mettre au travail. Ces étudiants ont réussi à décrocher avec succès leur baccalauréat en série sciences mathématiques et expérimentales et être orientés dans cet institut par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Votre admission
témoigne ici votre détermination, de votre travail acharné et de votre engagement envers votre avenir. Vous êtes les futurs leaders, innovateurs et acteurs de changement de notre société. Et je ne doute pas que vous saurez relever les défis qui vous attendent. Pour permettre à ces étudiants de mieux cerner les filières dans lesquelles ils ont été orientés, ils ont suivi des exposés sur les programmes et leurs débouchés, la présentation de l'historique de l'IST ainsi que ses différents partenaires. À l'École normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel de Matoto, 300 nouveaux fonctionnaires de l'État suivent un programme de formation axé sur la pédagogie de base pour renforcer leurs capacités dans les salles de classe. La formation des formateurs devient un impératif. Nabila Moussa Kamara. Après le recrutement des nouveaux fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, l'AMPET, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, entre en jeu pour faire d'eux des formateurs qualifiés avec des ressources pédagogiques nécessaires. Le premier contact est surtout mis à profit pour découvrir le potentiel de chacun des nouveaux fonctionnaires et les préparer à remplir efficacement leur mission dans les écoles techniques. À travers vraiment les questions et aussi les ententes que vraiment nous avons constatées, j'ai compris que vraiment l'État a besoin d'un personnel de qualité. Bien sûr, on a suivi des cours, la formation reste toujours un projet inachevé. Et à l'issue de cet entretien, je pense que les lacunes ici peuvent être détectées et puis les formateurs pourront savoir qu'est-ce qu'il faut. Après cette première phase, place aux formations en pédagogie avec les formateurs de l'AMPET. Une étape indispensable avant tout déploiement dans les salles de classe au contact des apprenants. Les fonctionnaires qui viennent d'être recrutés ne peuvent pas être placés dans les classes ou dans nos centres directement comme ça. Il faudrait donc les former, il faut les outiller pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes auprès de nos apprenants qui sont dans nos écoles. Cette formation me permet de me réjouir à plus d'un titre, dans la mesure qu'on ne peut pas s'y engager dans une activité sans pour autant apprendre le b.a.-ba de cette activité pour promettre aux apprenants des futurs, c'est-à-dire techniciens, voire ingénieurs de différentes sociétés, voire de l'État, qui viendront plus tard à pouvoir maîtriser et à représenter valablement notre pays. À travers cette session de formation des formateurs, l'AMPET lance officiellement ses activités pour l'année 2025. Tout au long de l'année, un ambitieux programme va être déroulé pour mettre en œuvre l'une des priorités du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, la formation des formateurs. Promotion de l'excellence en milieu scolaire, une compétition a été lancée dans ce sens ce mercredi à Conakry en faveur des élèves. L'activité leur offre l'opportunité de développer des compétences en art oratoire et en culture générale. Mohamed Salouba, reportage. Au fil du temps, cet espace d'émulation est devenu le rendez-vous privilégié des meilleurs élèves de la capitale. Dénommé School Challenge, cet événement porté par l'université Nongo Conakry offre l'opportunité aux participants de développer des compétences en art oratoire, en culture générale, mais aussi en création artistique. Il s'agit d'un cadre unique d'expression intellectuelle et culturelle, un espace de dépassement de soi où les jeunes talents de Conakry et d'ailleurs ont l'occasion de se mesurer, de partager leurs connaissances et de développer des compétences essentielles. Cette troisième édition de ce rendez-vous de promotion de l'excellence en milieu scolaire est axée sur l'emploi jeune. Elle se veut une plateforme d'expression des talents et d'éveil de l'esprit critique sur des problématiques sociales. Cet événement met avant tout les jeunes talents guinéens, les préparant à devenir des futurs leaders du pays, en les aidant à garantir et à grandir leurs capacités et aptitudes en communication, en esprit d'équipe, mais aussi à une réflexion critique sur certains sujets. Sachez que ce travail sera accompagné aussi par le ministère du tutelle. Nous disons grand merci aux initiateurs, nous disons grand merci à tous les acteurs. Venus de plusieurs établissements scolaires, ces élèves vont rivaliser pendant plusieurs jours.
Une occasion de développer le leadership chez les jeunes, la créativité et l'innovation. Les meilleurs vont répartir avec des prix. Deuxième grand titre de cette édition à Conakry s'est tenu le conseil d'administration du Fonds d'investissement minier de Guinée, une étape cruciale pour assurer la gestion efficace des ressources minières du pays. La structure a en 2024 mobilisé 140 milliards de francs guinéens sur 185 milliards prévus. L'équipe s'en est félicitée avant de définir les perspectives pour plus de résultats dans le financement des activités cette année. Saint-Martin Fancinadono, Kandesila. Le Fonds d'investissement minier est un outil essentiel du ministère des Mines et de la Géologie qui joue un rôle central dans le développement économique du pays en soutenant des projets miniers durables et responsables, profitables aux populations guinéennes. Cet élan, les membres du conseil d'administration de cette structure publique comptent le pérenniser. En ce début de l'année 2025, ils se retrouvent pour évaluer les performances des projets, les résultats obtenus et le budget de l'exercice 2024, identifier et évaluer les risques associés aux investissements, facilitant la mise en place de stratégies coordonnées à travers l'approbation et l'accomplissement du plan d'action opérationnel du ministère des Mines et de la Géologie pour 2025. Donc nous avons discuté de ce budget qui se chiffre à 183 milliards pour 2024. Et pour 2025, il y a une augmentation de crédit. 2024, la réalisation avait été de 143 milliards parce qu'il y a quand même quelques retards dans les décaissements. Mais l'ensemble des actions inscrites au budget 2024 ont été exécutées et il y a de nouvelles actions pour 2025, notamment en tenant compte de la nouvelle vision exprimée par le gouvernement et de l'orientation donnée par le ministre des Mines et de la Géologie. En réunissant régulièrement les membres du conseil d'administration, la direction générale du Fonds d'investissement minier traduit son engagement à promouvoir la transparence et la responsabilité, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et des citoyens. Le Fonds d'investissement minier a été très performant en 2024 parce que nous avons constaté que malgré les difficultés du moment, ils ont pu réaliser le budget de 2024 à plus de 80% parce que quand je vois la ligne fonctionnement, tout a été exécuté, la ligne investissement, il y a eu l'essentiel des actions ont été financées. Je félicite la direction générale pour cette performance. Pendant cette rencontre, le nouveau directeur général adjoint du Fonds d'investissement minier, Bangali Touré, a été présenté au Conseil. Pour les membres, les prochaines étapes consisteront à mettre en œuvre les recommandations formulées et à suivre de près l'impact des projets sur les communautés locales, garantissant ainsi que les richesses du sol profitent à tous les Guinéens. Dans l'actualité, encore un atelier réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique des chargeurs. L'objectif est d'identifier les problèmes du secteur pour apporter des solutions idoines. Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. La direction générale du Conseil guinéen des chargeurs est dans la logique d'exécuter un des segments de la feuille de route du ministère des Transports. La mission est de créer un cadre de concertation entre le Conseil et les acteurs de la chaîne logistique de transport. Au cours de cette rencontre, il est question d'identifier les difficultés auxquelles les opérateurs économiques sont confrontés, mais aussi trouver des solutions idoines à ces problèmes. L'idée, c'est de se mettre à table, d'identifier secteur par secteur, parce que le transport est un grand secteur, donc des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vu que nous sommes avec la Chambre de commerce, l'un des partenaires en tout cas privilégiés avec les transporteurs, opérateurs économiques et tout, c'est de voir avec eux, de s'asseoir, de discuter, d'identifier et de sortir un document qui sera adressé donc à nos autorités. Cette rencontre devrait permettre aux acteurs d'œuvrer pour la facilitation du commerce et la suppression des obstacles qui entravent la fluidité des opérations de la chaîne logistique et le transport. Il faut que les gens comprennent la vision, la vocation d'un conseil de chargeurs. Lorsque vous évoluez
dans la sous-région, à l'international, vous réalisez la valeur, l'implication du conseil de chargeurs dans un pays pour sa contribution dans le développement économique. Je félicite la direction du Conseil guinéen des chargeurs pour cette initiative qui traduit parfaitement la vision du gouvernement du CNRD en matière d'assistance aux chargeurs et à la promotion du commerce extérieur de la République de Guinée. Au terme de la rencontre, plusieurs recommandations sont formulées, notamment l'amélioration des infrastructures routières, la simplification des formalités administratives et la promotion du transport multimodal. Au tribunal de première instance de Cancan, le respect des textes de loi reste prioritaire. Pour renforcer cette dynamique, les acteurs de la chaîne sont outillés entre parquets d'instance et officiers de police judiciaire. La relation sera fermée davantage pour redynamiser la mission de sécurité urbaine. Diamant Kabaye a pris part, voici son compte rendu. Au tribunal de première instance de Cancan, l'heure est au rendez-vous des acteurs de la chaîne pénale. Dans la salle d'audience, un débat est ouvert pour renforcer la collaboration entre le parquet d'instance et les officiers de police judiciaire. Ce moment de rappel des textes de loi évoque le contenu des décisions d'habilitation pour le respect des actions de poursuite sur la voie légale. Il est à préciser que l'officier de police judiciaire sur le plan judiciaire n'a de compte à rendre qu'au directeur d'enquête. Bien qu'ils sont sous une autorité administrative, leur chef hiérarchique, mais s'il s'agit d'une plainte, d'une infraction, ils doivent rendre compte directement au procureur de la République. Mais le diagnostic nous a permis de constater que les officiers de police judiciaire qui rendent compte aux officiers de police judiciaire, aux magistrats dans le ressort ou en République de Guinée, aujourd'hui sont confrontés à des problèmes. C'est ce qui m'a tiqué à l'esprit. Je me suis dit, c'est par méconnaissance des textes. Voilà pourquoi j'ai convié ces officiers de police judiciaire, élargis à l'administration. Sur le terrain, ces acteurs de la chaîne pénale collaborent avec des parquets d'instance pour recourir à des gardes à vue, perquisitions et saisies. Leur rapport avec le procureur de la République est débattu pour lutter contre toute forme de fraude pendant des investigations. On nous a exposé sur, n'est-ce pas, la qualité qui peut être officier de police judiciaire, les qualités d'agent de police judiciaire, également le ministère public et qui délivre l'habilitation par rapport à l'exercice de la fonction de police judiciaire. Ça nous rappelle nos droits, nos obligations. C'est-à-dire, l'obligation de police judiciaire, c'est quoi? C'est le respect des droits de l'homme surtout. Parce que si vous abusez, vous dites que je suis policier, et je suis gendarme, je dois agir, arrêter, placer quelqu'un à la garde à vue. Non, si vous n'êtes pas habilité, vous ne devez pas agir. À ce rendez-vous judiciaire, les services d'appui à la justice, composés d'officiers de police judiciaire, chefs de quartier, techniciens de l'habitat et autorités locales, ces différents services s'organisent pour redynamiser la mission de sécurité urbaine. L'actualité, c'est aussi ce comité de pilotage de 2 projets de promotion rurale financés par le gouvernement et la Banque africaine de développement à hauteur de 36 millions de dollars pour la transformation de l'agriculture et l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. L'idée est de redéfinir l'agenda pour mieux répondre aux attentes des acteurs du développement rural. Fodé Camara est notre spécialiste en la matière. Voici son reportage. Sur les rives du Rio Pongo, les représentants du ministère de l'Agriculture et les membres de l'unité de gestion du projet d'appui à la transformation de l'agriculture en Guinée et l'entrepreneuriat agricole des jeunes et le projet de production alimentaire d'urgence font d'une pierre deux coups. Ils examinent les rapports d'activité de 2024 et passent à revue les programmes de travail et de budget annuel de l'année 2025 de ces 2 projets financés par la Banque africaine de développement. Le comité de pilotage est un exercice qui pour moi entre un peu dans le cadre de la redevabilité. Un projet, lorsque il est ficelé, ce sont des moyens colossaux qui sont dégagés par l'État pour la mise en œuvre de l'ensemble des activités de ce projet. Alors, il appartient au ministère de l'Agriculture, maître d'ouvrage, de veiller à ce que tous les travaux, toutes les activités soient réalisées et dans le délai requis. Ce conclave de 48 heures a aussi permis de dresser le bilan dans le registre de l'appui aux petites entreprises agricoles, souvent portées par des jeunes et des femmes dans les préfectures de Bofa et de Boké.
Depuis 3 ans, nous collaborons avec le projet d'appui à la transformation de l'agriculture. Aujourd'hui, nous disons Dieu merci. La collaboration avec PATAG nous a aidés à savoir où nous allons. Nous avons bénéficié d'une formation. Ils nous ont donné des instruments qui seront bénéfiques à d'autres promoteurs du secteur rural. Au terme de 48 heures de comité de pilotage de ces 2 projets, des recommandations ont été formulées afin d'accélérer la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation de l'agriculture en Guinée et l'entrepreneuriat agricole des jeunes et le projet de production alimentaire d'urgence. 2 projets financés par la Banque africaine de développement à hauteur de 36 millions de dollars. Récemment, à Dubrika, une rencontre a mobilisé toutes les couches sociales de la localité. Il s'agissait de mettre en place l'antenne préfectorale de la Fédération des jeunes leaders de Guinée. L'Institut supérieur des arts Morikanté a servi de cadre pour abriter la rencontre. Les détails avec Aboubakar Diaby et Lansana Marissila. C'est un conclave qui rassemble ici à l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubrika toutes les couches sociales de la localité. Son objectif global est de fédérer les jeunes autour de l'essentiel pour booster le leadership collectif et le développement local. L'initiative est portée par la Fédération des jeunes leaders de Guinée, FESLEG, pour valider et mettre en place l'antenne préfectorale de sa structure dans la commune urbaine de Dubrika. Dubrika, c'est ma ville de naissance. Elle ne doit pas rester en marge, n'est-ce pas, de cette structure. C'est pourquoi aujourd'hui la jeunesse de Dubrika a décidé, n'est-ce pas, de mettre en place un bureau préfectoral pour les permettre aussi de faire vendre l'image et les exécutifs de la structure. L'installation de cette structure préfectorale constitue une aubaine pour impliquer profondément les jeunes dans le processus de paix et de quiétude sociale en Guinée. Ainsi, les énergies sont consenties pour intensifier les actions citoyennes au bénéfice des populations. Partout dans le monde, quand vous voulez développer un pays, il faut se baser forcément sur la jeunesse et sur les femmes. Donc la structure FESLEG est à la disposition du gouvernement, surtout à leur président Mamadi Doumbouya, pour le développement de notre communauté, précisément de Dubrika. Ces membres qui viennent d'être installés ambitionnent de mettre l'intérêt public au cœur de leur action. Un engagement de responsabilité pour relever les défis importants liés à la promotion et à la gestion des affaires locales et l'entrepreneuriat jeune. Nous nous battons pour la formation des jeunes. Nous faisons en sorte que les capacités soient renforcées en technique de montage de projets, en leadership, en promotion de la paix, le vivre ensemble, la quiétude sociale, mais aussi la défense, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Créée en 2024, cette structure fêtière de jeunesse continue de s'implanter dans plusieurs localités du pays en jouant un rôle prépondérant en faveur de la formation des jeunes à l'esprit patriotique et à l'entrepreneuriat. Lancement d'une nouvelle plateforme à Kindia. Elle est dénommée Ivosta et se veut comme outil de promotion du développement durable. Ses premières activités ont démarré cette semaine dans la cité des agrumes. Falilou Diallo, Fanalabaya Kamara. Le concept est nouveau, il est dénommé Ivosta, agence intégrée de compétences, formation et au bénévolat. Pour cette première phase de mise en œuvre de ces activités, le choix est porté sur la préfecture de Kindia. La première action, c'est la protection de l'environnement. C'est très important. C'est le château d'eau de l'Afrique et machin. Et puis, on a un très beau pays. Ça, c'est un. Il y a l'éducation civique aussi. Et le troisième aspect aussi, la culture permet de lier les individus et les communautés et puis les ethnies. J'ai un message, c'est-à-dire qu'on entretienne l'environnement parce que la santé commence par l'environnement. Donc c'est ce que je veux reproduire à Kindia d'abord et puis dans toute la Guinée. Des projets et programmes seront initiés pour renforcer la croisade contre le réchauffement climatique dans cette préfecture qui abrite de nombreuses têtes de source. Tout comme des activités génératrices de revenus pour la jeunesse de Kindia seront organisées. Dans ces activités, l'ONG Ivosta va se baser beaucoup sur l'environnement parce que l'ONG Ivosta a pour objectif de contribuer à un environnement sain, mais aussi de contribuer à la formation des enfants, à la formation des personnes vulnérables aussi, afin que chaque citoyen puisse avoir une éducation
mais aussi chaque citoyen dans son milieu puisse être dans un environnement sain, propre et propice dans la vie communautaire. À travers cet engagement, Ivosta Guinée compte étendre ses activités à Kindia, mais aussi dans la zone spéciale de Conakry. Dans un autre registre, les femmes de la commune rurale de Kamsar se sont fortement mobilisées pour exprimer leur soutien aux actions de développement du CNRD. Elles ont, durant la rencontre, loué la détermination du chef de l'État à bâtir une nation forte, une Guinée unie, un peuple solidaire. N'est-ce pas, Younoussa Tawel Kamara? À travers cette mobilisation, les femmes de la commune rurale de Kamsar expriment leur soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Réunies au sein du conseil communal des femmes de Kamsar, ces braves dames se réjouissent des nombreux projets de développement socio-économique réalisés ces dernières années dans cette cité industrielle sous l'ère du CNRD. Nous sommes très contentes du président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il fait en faveur du développement du pays. Nous nous engageons à le soutenir dans la réalisation de ces projets. Le président Mamadi Doumbouya est une chance pour le pays. Nous allons l'accompagner dans son programme de refondation de l'État. L'occasion est mise à profit par le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Kamsar et le préfet de Boké pour remercier ces femmes avant de les inviter à prôner l'unité, la paix et la cohésion sociale pour le vivre ensemble. Nous sommes tous à Bagata ici dans son esprit, l'esprit de refondation, la rectification institutionnelle. Nous sommes tous dans cet esprit-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de magnifier ce pouvoir à Bagata ici. Tout le monde est derrière Monsieur le Président, général d'armée Mamadi Doumbouya. Parce qu'en 3 ans, il a accompli l'impossible. Ça, c'est au vu de tout le monde. Le seul message, c'est d'être unis. Quelques troupes artistiques du Bagataï, esquissant des pas de danse du tiroir, étaient également présentes à cette manifestation de reconnaissance aux bienfaits du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le mouvement Saran Chérif, dirigé par Hadja Djaba Doumbouya, a été chaleureusement accueilli par les populations de Sougueta, région de Kindia. Une occasion pour les sages et autorités de réaffirmer leur soutien aux actions de développement du CNRD. Kierfala Presse Camara, compte rendu. Dans sa dynamique de mobilisation et de soutien au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, la coordinatrice nationale du Mosacode, Hadja Djaba Doumbouya et son équipe poursuivent leurs actions sur le terrain. Cette fois, c'est la sous-préfecture de Sougueta dans la région de Kindia qui a accueilli la délégation du mouvement. Nous sommes très contents. C'est pourquoi, dès le premier jour, nous on a même fait une réunion. On a invité tous les districts, tous les secteurs. On a même composé notre bureau. Vraiment, Sougueta est à 100% pour le général Mamadi Doumbouya. Depuis hier, quand je fus informé de l'arrivée de Mosacode à Sougueta, j'ai invité tous mes districts parce que toute la population est curieuse, toute la population est prête à accompagner les pas du général Mamadi Doumbouya. Donc, leur arrivée vraiment a été saluée par notre population. C'est pour cela que j'ai mobilisé toute la population aujourd'hui matin à la sous-préfecture. Face à l'enthousiasme et à la mobilisation des populations de Sougueta, Bakari Fofana, président du mouvement, a exprimé sa gratitude et félicité les autorités locales pour leur engagement indéfectible. Je vais vous dire aujourd'hui, si tu prends Mosacode, notre fief, notre passion, c'est la région de Kindia, sans vous mentir. On ne peut pas rester Conakry, Kindia, sans élargir l'objectif fondamental de Mosacode pour la défense des acquis de la République engagé par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Déterminé à étendre son message de soutien et de continuité, la coordinatrice nationale du Mosacode ne compte pas s'arrêter à Kindia. L'équipe met désormais le cap sur la Haute-Guinée et la Guinée forestière avec le même objectif.
Dans la sous-préfecture de Wankifon, préfecture de Koya, les actions posées par le CNRD sont appréciées par les populations, en particulier les femmes. Pour remercier les autorités de la transition, une cérémonie a été organisée en ligne de mer. Les autorités locales, sages et autres citoyens. Manguedantumasuma, Marwan Kamara. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, certaines localités de Koya continuent de bénéficier d'infrastructures sociales de base. C'est le cas de la réalisation de ce nouveau siège de l'Institut national de la santé publique à Kakulimaya, la construction du pont de Togiron ainsi que plusieurs autres réalisations sont annoncées. En guise de reconnaissance à l'endroit des autorités, à travers cette manifestation, les femmes de Wankifon expriment tout leur soutien aux idéaux du CNRD. Vous avez eu la foule qui est à Wankifon aujourd'hui. Tout le monde est venu pour soutenir le président Mamadi Doumbouya. C'est lui seulement qui paie pour le pays, là, pas d'autre. Il a la solution pour la Guinée. C'est de remercier les femmes, remercier la population et encourager la population, demander à la population de Wankifon de se lever pour soutenir le général Mamadi Doumbouya. Et demander à tout le monde, la jeunesse, les femmes, les 45 000 personnes qui habitent Wankifon, c'est de les demander tous de soutenir le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, la vision de refondation de l'État se concrétise de plus en plus par des actions de développement enclenchées à travers le pays, ce qui nécessite le soutien de toutes les couches sociales. Vous avez vu tous les travaux qui sont engagés depuis le 5 septembre 2021. Vous avez vu les travaux, l'urbanisme, les infrastructures, l'habitat, les routes, la santé. C'est un ouf de soulagement. Les jeunes et les femmes sont au cœur des préoccupations du gouvernement de la transition. L'autonomisation des femmes reste une politique phare pour transformer le pays selon la vision du programme Simandou 2040. Et puis cet autre incendie qui vient de ravager une bonne partie du quartier d'Abondi-Bafon, un lieu très connu et fréquenté à cause des meubles de qualité souvent exposés. Pour éviter le pire, les citoyens se sont donné les mains pour maîtriser le feu. Les pertes restent considérables malgré cette action. Kerno Maroufba nous relate les faits suivants. Voici ce qui reste des ateliers de meubles ici à Dabondi. C'est un feu qui s'est déclaré au petit matin du mercredi 12 février 2025. Avec l'ampleur des flammes, plusieurs meubles déjà confectionnés ont été emportés par le feu. Avec l'aide des citoyens et des sapeurs-pompiers, les dégâts ont été stoppés pour limiter l'avancée des flammes dans ce lieu de confection et de vente de meubles. Il n'y a absolument rien ici maintenant. C'est notre stock qui est parti en fumée. Moi personnellement, j'ai perdu plus de 20 lits qui étaient prêts à être livrés. Nous appelons à l'aide. Au lendemain de cet incendie, les victimes sont sur le site pour constater les dégâts. Sur cette surface aujourd'hui vide, 80 ateliers de menuiserie fonctionnaient en plein temps. Parce que les gens ici, là, il va trouver une seule lit avec un menuisier. Bon, hier, ça, il a parti. Et puis l'atelier aussi, c'est parti. Comme un lit va rester à Capital. Nous faisons beaucoup de travail ici qui apporte des bienfaits pour les Guinéens. Même ceux qui résident à l'étranger veulent acheter avec nous. Sur ce site, nous avons formé beaucoup de jeunes qui travaillent partout en Guinée aujourd'hui. Depuis le passage de cet incendie, les activités tournent au ralenti dans cette partie, réputée pour la vente des meubles dans la capitale Conakry. Les victimes en appellent à la solidarité pour un retour à la normale. Par ailleurs, la Fondation Solidarité Féminine vient d'organiser un dîner gala à Conakry. L'objectif est de procéder à un levée de fonds pour faire face aux besoins des nécessiteux dans le cadre des VBG. La construction d'un centre d'accueil à Zérékoré est prévue. Robert Siditol. La Fondation Solidarité Féminine poursuit sa noble mission.
celle de porter une assistance aux personnes victimes des violences faites aux femmes. C'est dans cette dynamique qu'elle organise cette soirée gala à Conakry. L'objectif, mobiliser des fonds pour changer la vie des centaines de victimes des pratiques ignobles. C'est là à travers l'équipement du centre d'écoute des femmes victimes de violences dans la région forestière de Nzéroukouré. Ce centre a été créé le 2 février 2020 et inauguré le 21 mars 2021. La sortie de la violence est aujourd'hui notre responsabilité collective. Pour marquer l'événement, la Fondation Solidarité Féminine, sur financement fonds propres, organise ce présent dîner gala de mobilisation de fonds. Nombreuses sont des personnalités qui ont pris part à ces dîners gala. Contre cette pratique, plusieurs voix se sont levées pour appeler à une mobilisation accrue contre le fléau et à soutenir le combat que mène la Fondation Solidarité Féminine il y a cela des années. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons soutenir cette noble initiative de Madame la vice-présidente, parce que nous devons mutualiser nos efforts pour éradiquer ce phénomène dans notre pays. Mais en quoi faisant? En faisant parler nos cœurs, en faisant appel à notre générosité. Nous sommes ici présents pour accompagner les efforts de la Fondation Solidarité Féminine dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, surtout l'initiative qui consiste à équiper le centre d'écoute, d'orientation et de formation et d'alphabétisation de Nzéroukouré. Pour joindre l'acte à la parole, plusieurs invités ont réagi en contribuant chacun à sa manière pour soutenir l'initiative, histoire de permettre à la Fondation Solidarité Féminine de mener efficacement ses actions sur toute l'étendue du territoire national et de répondre aux besoins qui se font de plus en plus sentir dans la région de Nzéroukouré. Le 14 février, jour dédié à l'amour et à l'amitié dans le monde. Pour l'Église, c'est plutôt un jour qui fait référence à deux actions majeures. Valentin comme homme de foi chrétienne et Valentin comme celui qui unissait des couples militaires. Marie-Angélique Bangora. Valentin, un prêtre d'origine italienne, est celui que le monde commémore chaque 14 février. Contrairement à l'idée populaire d'une simple fête des amoureux, l'Église lui accorde une signification bien plus profonde liée à son engagement spirituel. L'Église, à travers Saint-Valentin, veut passer un grand message. Et le message, c'est quoi? Alors, c'est surtout pour la première raison pour laquelle Saint-Valentin a été exécuté. Et cette raison, c'est l'audace de sa foi en Jésus et de ses valeurs, la conviction de sauvegarder ses valeurs chrétiennes évangéliques. Saint-Valentin a été exécuté à cause de sa foi. Et donc pour l'Église, c'est un modèle dans la foi. Et modèle dans la foi parce qu'il a accepté de vivre cette foi et il a accepté de mourir, de verser son sang pour cette foi. Cette date fait référence au jour de son exécution. Reconnu comme martyr, il est honoré par l'Église depuis lors. Selon une légende, un autre Valentin d'origine méconnue aurait secrètement aimé une jeune femme qu'il aurait lui-même guérie. Avant sa mort, il lui aurait adressé une lettre signée « Ton Valentin », donnant ainsi naissance à une tradition encore perpétuée aujourd'hui. Cependant, la Saint-Valentin n'est pas célébrée de la même manière partout dans le monde. Parfois, on a tendance à penser que Saint-Valentin, c'est vraiment la fête de l'amour. Mais quel type d'amour? L'amour vraiment artificiel, superficiel, qui se fane, qui disparaît comme la fleur qu'on offre le jour de Saint-Valentin. Non, l'Église voudrait que le cadeau de Saint-Valentin soit un cadeau de sacrifice et d'engagement. Si je dis vraiment je t'aime, que ça soit engageant. Voilà, que ça ne soit pas superficiel comme la fleur que je vais t'offrir juste pour un jour. Et dès que la fleur se fane, l'amour disparaît. Je prends l'exemple du Japon, par exemple. Voilà, c'est effectivement le 14 février, mais c'est célébré en deux temps. Le 14 février aux hommes des cadeaux et le 14 mars, c'est l'inverse. C'est les hommes qui offrent des cadeaux aux femmes.
Dans le dessein divin, l'homme et la femme sont créés pour ne faire qu'un et s'aimer d'un amour mutuel et sincère. L'Église met un point d'honneur à rappeler l'importance de cet engagement sacré, invitant les couples à cultiver un amour fondé sur le respect et la fidélité. C'est vrai que l'engagement pour la vie n'est pas facile dans une vie de couple. S'engager pour toute la vie avec la même personne, dans la même maison, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est pourquoi l'Église crée l'espace de formation. Avec les étapes de formation que nous avons dans l'Église, les couples réussissent à s'accepter et à s'ouvrir à l'horizon de leur vie. Et ce que je voudrais surtout demander aux jeunes, c'est de relire un beau texte que nous avons dans la Bible, l'hymne à l'amour. Donc, de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, première lettre, chapitre 13, les versets 1 et suivants, où Saint Paul dit « J'aurais beau parler toutes les langues du monde, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Je vais avoir toutes les connaissances de la terre, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Voilà. Je peux faire la charité à tout le monde. S'il me manque le véritable amour, je ne suis rien. Je peux même mourir, sacrifier ma vie, verser le sang. Et si ce n'est pas par amour, je ne suis rien. Ce 14 février encore, certains couples renouvelleront leurs vœux d'amour. D'autres vivront de nouvelles rencontres, tandis que certains connaîtront des désillusions, pouvant ébranler leur confiance en l'amour. Ainsi vont les aléas de la vie. Vivons d'amour pour ne pas mourir de haine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.